Véronique qui avait donc une question bien précise. Elle nous dit, pouvez-vous parler du thé en magasin spécialisé en supermarché? Est-ce que les petits sachets sont dangereux pour la santé? Alors le thé, c'est vraiment une boisson qui est très appréciée pour son côté sain. Il y a aussi un petit côté réconfortant. Je ne sais pas si vous êtes amateur et amatrice autour de la table. Bien sûr. Oui. Un plaid, 2 chats, un thé. Voilà, la vie, quoi. Et c'est quand même la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Et c'est vrai qu'on la trouve beaucoup en sachet. C'est pratique, c'est souvent assez peu coûteux. Ces sachets, on peut les transporter partout. Et vous avez souvent sous 2 formes. Donc, soit des sachets en papier, comme celui-ci que vous voyez, soit des sachets plutôt comme celui-là, sous forme de pyramide, avec une matière qui est en nylon ou en plastique. Et ça, c'est vraiment la grosse différence entre les différents sachets de thé. Alors c'est vrai que ces sachets de thé, ils n'ont pas forcément très bonne réputation. Je crois que c'est pas terrible. Ouais, pas à tort, effectivement. Sans créer une panique, parce que c'est pas un risque immédiat. Mais c'est vrai qu'il a été démontré à plusieurs reprises. Il y a des chercheurs qui ont fait des tests. Et notamment, ces petits sachets là que vous voyez, donc avec une matière qui s'apparente au plastique, eh bien, peut libérer des microplastiques dans l'eau. En plus, puisqu'on verse de l'eau bouillante dessus et qu'on boit plusieurs fois du thé par jour. Voilà. Donc, effectivement, c'était lisse, un peu plastifié. On va plutôt éviter. Alors, c'est de la précaution. À ce jour, il n'y a pas d'alerte sanitaire autour, mais comme on le sait, il y a un peu du plastique partout. Donc, si on peut s'économiser ça, c'est pas mal. Concernant les sachets en papier, là, il n'y a pas de risque avéré, mais il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas le goût que ça donne au thé, qui trouvent que ça gâche un petit peu le bon goût du thé. Il y a le thé et puis également ma tisane du soir, gingembre-citron, c'est avec ce genre de truc. Ceux-là ? Non, les autres. Les autres, Jimmy, on va faire un peu de tri peut-être. Bon, globalement, ça donne pas trop envie. Enfin, faut peut-être passer à autre chose alors. Oui, alors vous avez raison. J'ai demandé à Sandra Ferreira, qui est diététicienne nutritionniste, quelle serait la meilleure alternative. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'en gros, ça serait le thé en vrac que vous voyez ici. Pas de sachet. Pas de problème. On le trouve aussi assez facilement dans le commerce avec des prix aujourd'hui plus accessibles. Comment on le sert? Tout simplement avec une pince à thé comme celle-ci. Donc je vais vous préparer un petit thé. Vous mettez, voilà, j'en mets un peu partout. Si bien recevoir. Mais bon, voilà. Hop, je vous fais une petite quantité comme ça. Vous avez mis beaucoup de thé là, voilà. non? J'ai mis beaucoup, vous trouvez? C'est vrai. Je suis généreuse, voilà, exactement. Je vais vous en faire un peu moins pour vous, Jimmy. Ça sera pour Anne-Victoire, voilà, fan de thé, tenez. Voilà, sa préférée, bien sûr. On a ensuite, hop, pour Enora, la petite boule à thé. Alors celle-là, je l'aime un peu moins parce que vous voyez, il y a un peu... Non, Enora, pas vous, Enora, pas vous. Mais il y a du plastique. Voilà, il y a un peu de silicone, donc vous on savez que je suis à l'aime toute moins. épreuve. Et Jimmy, pour vous, hop, avec mignon, pas trop de thé, puisqu'apparemment, Mais non, parce qu'après il ça en infuse faut trop. pas trop. Voilà, je pense que là, on est bon. Il serait pas un peu anglais, Jimmy? C'est un connaisseur. Ah si, un petit côté lord anglais. Lord voilà. anglais. Hop, pour vous, voilà. Vous me merci direz beaucoup si pour c'est ce bien. petit thé. Je vous en prie. Alors globalement, on peut peut-être donner des conseils également pour justement ceux qui ne connaissent, enfin qui n'achètent pas généralement du thé en vrac. Voilà, alors si vous pouvez, privilégier du thé bio, parce que c'est vrai que c'est un aliment où il y a beaucoup de pesticides, donc ça fait une différence. Prenez plutôt des feuilles entières comparées à des petits morceaux un petit peu en poussière, c'est quand même signe de qualité. Et le mieux, c'est d'alterner les types et les marques de thé. Comme ça, on limite les risques. Alors, quelle que soit la forme du thé, parfois on laisse tremper 10 minutes, mais on n'a pas du tout besoin. En général, 10 minutes non, c'est trop 10 minutes. Oui, c'est ça. Des fois, même pendant le petit déjeuner, on peut laisser infuser tout le petit déjeuner. Entre 2 et 4 minutes, souvent, ça suffit. Et il n'y a pas besoin d'une eau à 100 degrés. Pour la plupart des thés, 70 à 80 degrés, ça suffit pour libérer l'arôme. Est-ce que vous buvez du thé, Rime? Moi, je bois du thé, absolument. Parce que personne ne laisse 10 minutes à infuser un thé. On sait très bien que le thé est foutu Mais si on fait parfois, elle a ça. raison, on oublie en fait. Ah, mais moi, je sais pas, quand Vous je savez, nous, commence... les femmes, on fait tellement de choses en même temps. Ah oui, alors que nous, on est monotaches. Moi, je fais mon thé et la terre s'arrête de tourner. J'attends pour que ça, le thé oui. soit prêt. Et vous n'avez pas 10 minutes, donc j'ai ça pas dure 10 pas. minutes. Merci Rime de toutes ces précisions. On va déguster notre thé tranquillement. Dans l'intervalle, peut-être nous dire comment on fait pour vous envoyer les prochaines questions. Donc c'est rime@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. Je veux pas dire que vous n'avez pas mis assez de thé. Oh non, vous êtes... On passe à notre dossier du jour. C'est la maladie neurologique la plus fréquente après la migraine et les démences. On vous parle maintenant de l'épilepsie qui touche, écoutez bien, 700 000 personnes en France. Une maladie avec des formes très diverses, des traitements nombreux, mais dont l'efficacité est variable. On répond à toutes vos questions avec notre spécialiste.
Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Fintip Pichit, médecin neurologue à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, c'est la PHP, c'est à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a reçu plein de questions par SMS au 41 555, mais vous pouvez encore nous les envoyer. C'est vrai qu'on est assez impressionné du chiffre, 700 000, alors qu'on pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des crises qui sont épileptiques. 700 000, on ne s'est pas trompé, on a donné le bon chiffre. Oui, c'est le bon chiffre. C'est une maladie très fréquente. Quand on fait une crise de convulsion, est-ce qu'on devient épileptique pour autant? Alors, pas forcément. On peut faire une crise dans sa vie et ne plus jamais en refaire et ne pas avoir besoin de traitement. Ça dépend des résultats des examens. Et qu'est-ce qui fait qu'on va faire une crise et plus jamais, ou alors rentrer dans une maladie, on va dire chronique, qui est l'épilepsie? Alors, ça dépend déjà de l'existence ou pas d'une lésion dans le cerveau, une malformation de naissance, un antécédent d'AVC, de traumatisme crânien, voilà, d'autres lésions cérébrales. Et après, c'est aussi une histoire, voilà, c'est très, très variable. C'est-à-dire très variable. On ne peut pas toujours expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes... On sait que quelqu'un qui fait une première crise, qui fait une IRM et un EEG, les deux examens sont normaux. On sait que 50%... l'électroencéphalogramme. Et donc, on sait que 50% des personnes ne referont pas une deuxième crise et 50% referont un jour une deuxième crise. Et donc, à partir de la deuxième crise, on parle de maladie épileptique. Mado nous demande qu'est-ce qui déclenche exactement une crise épileptique dans le cerveau. On va vous expliquer ce qu'il se passe dans le cerveau en cas d'épilepsie et de crise convulsive. Alors, dans le cerveau, vous avez évidemment des neurones. Ces neurones communiquent entre eux grâce à des messagers chimiques. On parle de neurotransmetteurs, mais également des messages électriques. C'est un peu un circuit, un peu comme si vous aviez un tableau de bord, un disjoncteur et des câbles électriques. Ça, c'est quand tout va bien. En cas de crise de convulsion, une crise d'épilepsie, vous avez une sorte de court-circuit. Vous avez un emballement avec des neurones qui vont s'activer les uns à la suite des autres. En même temps, ça va donner, en fonction de la zone qui va être stimulée, différentes crises potentielles d'épilepsie. La crise la plus caricaturale, celle qu'on a vue dans des films ou peut-être dans la vraie vie, c'est ce qu'on appelle la crise tonico-clonique. On y revient dans quelques instants. On peut également avoir des secousses musculaires. On parle parfois de myoclonie. On peut avoir ce qu'on appelle des absences, des troubles du langage, des signes neurologiques ou encore des hallucinations. Donc quand on dit l'épilepsie, c'est les épilepsies en réalité. Oui, tout à fait. C'est une maladie avec des formes très variables et beaucoup de types d'épilepsie existent. Et chaque type d'épilepsie, il y a aussi différentes réponses au traitement. Donc c'est quelque chose qui est très, très variable. Et la plus fréquente, c'est laquelle? Est-ce que c'est forcément celle qu'on imagine, la tonico-clonique, avec la perte de contact, les secousses ou pas, ou c'est difficile à dire? Alors, difficile à dire parce que, après, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que quand on commence par une zone du cerveau qui fait le début de l'épilepsie, avec par exemple des hallucinations, après, ça peut se généraliser dans les secondes qui suivent. Et donc là, après, il y a les convulsions. Et donc, si on prend les secondairement généralisées et les déjà généralisées de base avec les convulsions, oui, c'est probablement ce qui est le plus fréquent. Et les premières crises arrivent forcément dans l'enfance? Non, pas forcément. Il y a un pic dans l'enfance et un pic plutôt au-delà de 60 ans. Mais ça peut débuter à tout âge. On peut commencer à 30 ans, à 40 ans.